le Berghof, résidence de montagne de Adolf Hitler. C'est ici que les pontes du parti se reposent avec leur famille, loin de la frénésie de la capitale. Pourtant, ces scènes tranquilles de la vie quotidienne, dans les paisibles Alpes bavaroises, sont troublées par une présence inquiétante, une nouvelle élite raciale, les SS. Comment pouvons-nous enrayer le déclin de notre race, s'interroge Adolf Hitler. Devons-nous former un cercle d'élus véritablement initiés, un ordre, une confrérie de Templiers réunis autour du Saint Graal du sang pur ? 1934, près de 10 ans après leur création, les SS sont en passe de devenir cette confrérie de Templiers voulue par Hitler. La garde rapprochée du Führer, triée sur le volet, disciplinée et fidèle jusqu'à la mort, se transforme peu à peu en élite aryenne, en un ordre mystique voué à la création d'un empire. Selon l'étrange et terrifiante doctrine du national-socialisme, la race aryenne est la race de l'avenir. La Providence a décrété que les Aryens assujettiraient tous les autres peuples. Tout de noir vêtus, les SS seront à l'avant-garde du mouvement nazi. Cette élite, résultat d'une sélection minutieuse, doit servir de base pour la création d'une race humaine supérieure, une caste de surhommes née pour régner. Heinrich Himmler sera celui qui fera de la garde personnelle de Hitler une aristocratie raciale. Sous sa direction, les SS deviendront un État dans l'État. Obsédés par le secret et liés par un rituel solennel, les SS disposeront d'une puissance sans précédent. Les origines de la plus sinistre des créations nazies vont au-delà des aspirations personnelles de Himmler ou de son Führer. Les racines des SS sont plus profondes que le national-socialisme allemand lui-même. À l'aube du XXe siècle, les villes d'Allemagne et d'Autriche sont méconnaissables. Les paysans ont fui la misère de la campagne par millions pour se plonger dans celle des usines et des fonderies de la révolution industrielle. L'afflux des masses laborieuses transforme d'élégants quartiers commerçants et aristocratiques en taudis ouvriers surpeuplés. Dans les villes, les valeurs de l'ordre établi sont menacées. Les appels à la démocratie et au socialisme mettent en péril le pouvoir des élites dirigeantes traditionnelles. Les croyances religieuses sont ébranlées par la science et la montée du matérialisme. Pour beaucoup, ce nouveau monde n'est que discorde et chaos. Dans les classes aristocratiques et instruites, en ce début de siècle, l'humeur est à la nostalgie. Les élites regrettent amèrement une époque désormais révolue, un passé qu'elles imaginent plus harmonieux, structuré et spirituel. Dans toute l'Europe industrialisée, de nouveaux mouvements dédiés à la recherche de la simplicité font leur apparition. En Allemagne, ce mouvement prend le nom de Lebensreform, la réforme de la vie. Il vise à restaurer un mode de vie plus naturel. Des dizaines de milliers de jeunes Allemands rejoignent les Wandervögel ou oiseaux de passage. Ils partagent un amour mystique pour la campagne allemande, le folklore et les traditions germaniques. Tandis que la science et la médecine sont rejetées comme étant des produits de la révolution industrielle, la mode est au végétarisme, aux plantes médicinales, au naturisme, à la vie en communauté et à la méditation.
Dans toutes les villes importantes, les adeptes du Lebensreform se passionnent pour le spiritisme, l'astrologie, la magie et les sciences. De toutes les doctrines privilégiées par le mouvement, les plus influentes seront celles enseignées par une aventurière et télépathe russe, Madame Elena Blavatsky. Madame Blavatsky prétendait s'être rendue au Tibet en 1888, où elle aurait été initiée au secret des maîtres spirituels qu'elle appelait les élus secrets. Pour les occultistes, ces élus secrets, membres de la Grande Fraternité Blanche, seraient des initiés devenus des adeptes à force d'abnégation. Ils auraient ainsi acquis une sagesse et des pouvoirs bien supérieurs au commun des mortels. En Grande-Bretagne, Aleister Crowley, un magicien de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, prétendait en 1909 avoir franchi l'abysse et en être revenu en adepte. Si Blavatsky ne revendiquait pas la qualité d'adepte, elle affirmait en revanche communiquer par télépathie en permanence avec ses maîtres secrets. Il lui aurait révélé l'histoire occulte de la race humaine. Selon elle, à chaque cycle cosmique correspondait l'une des 7 races racines. À la première racine, qui peupla la Terre, elle donne le nom de race astrale. Cette race correspondait à la forme d'existence suprême, l'esprit à l'état pur. La deuxième race était nommée race hyperboréenne. Elle vivait sur un continent disparu dans les mers du Nord. Les Lémuriens formaient la troisième race. Elena Blavatsky explique clairement les raisons de leur chute honteuse. Ils avaient pratiqué le métissage avec des animaux. Selon l'histoire révélée à la télépathe, la quatrième race était celle des Atlantes. Les habitants de l'Atlantide détenaient des pouvoirs psychiques et avaient construit de gigantesques cités grâce à une mystérieuse source d'énergie. Ils furent anéantis par un énorme raz-de-marée. Pour Madame Blavatsky, la cinquième race racine était porteuse d'espoir. Elle avait fondé la civilisation de la Grèce antique et son avènement annoncerait d'ici peu un nouvel apogée spirituel pour l'humanité. Son nom, la race aryenne. En 1914, la doctrine mystique de Madame Blavatsky, exposant le destin des Aryens, s'était répandue en Allemagne et en Autriche. Mais au début de la Grande Guerre, peu de gens s'attendent à un tel cataclysme. Le déclenchement des hostilités est accueilli avec le plus grand enthousiasme par la population. Dans tous les pays en guerre, on donne libre cours à son nationalisme militant. Dans les rangs des armées autrichiennes et allemandes, la guerre porte les espoirs de toute une génération. L'unification des peuples germanophones et la création d'un empire germanique. Pour les soldats impériaux qui combattent au front, les enseignements du voyant autrichien Guido von List sont une source d'inspiration inépuisable. List prétend que les Allemands, plus que tout autre peuple, sont les descendants directs des Aryens, cette race mythique identifiée par Blavatsky. Selon lui, la Première Guerre mondiale est la preuve que le monde moderne, matérialiste et démocratique, va s'autodétruire. Mais après les ravages de la guerre, viendra la victoire allemande et le commencement d'un nouveau millénaire aryen. List reprend ainsi la prière du philosophe hérétique du XVIe siècle, Giordano Bruno. « Ô Yahvé, faites que les Allemands prennent conscience de leur force, des hommes, mais des dieux. »
Tout comme Aleister Crowley et Madame Blavatsky, les recherches psychiques de Liszt l'ont mené à croire à l'existence d'élus secrets. Ses visions des anciennes tribus germaniques lui ont révélé l'existence d'une élite de prêtres rois. Il baptise cette classe Armanenschaft. Le rôle de l'Armanenschaft serait de protéger l'héritage occulte de leurs ancêtres ariens. Liszt prétendait que la conversion de force des tribus germaniques au christianisme et la persécution des adeptes des anciennes religions avaient forcé l'Armanenschaft à poursuivre ses activités en secret. Leur tradition aurait survécu à travers les rites et symboles d'un réseau de sociétés secrètes. L'ensemble de ce savoir occulte aurait ainsi été préservé au cours des siècles par les francs-maçons, les rosicruciens et les ordres chevaleresques tels que les Templiers. L'influence de Liszt se fait sentir chez les nationalistes allemands et austro-allemands, à tel point que de nombreux officiers militaires rejoignent une organisation occultiste secrète inspirée par ses enseignements. L'ordre germanique, fondé en mai 1912, a des loges dans 10 villes allemandes. L'ordre est dirigé par un concile secret de 12 initiés, l'Assemblée armaniste. Selon Liszt, le futur empire arien serait gouverné par une assemblée similaire, une nouvelle Armanenschaft. Lors de la future création des SS, l'assemblée armaniste de Liszt ne serait pas oubliée. Liszt avait prédit que la Grande Guerre se solderait par une victoire de l'Allemagne impériale sur ses ennemis démocratiques et dégénérés. Et il n'en sera pas ainsi. En 1918, l'économie allemande est en ruine et les armées du Kaiser sont en déroute. Pourtant, au front, personne ne comprend l'échec de la machine militaire impériale. En 1918, l'Allemagne avait en effet remporté plusieurs victoires importantes et l'ennemi russe s'était effondré. Des rumeurs de complot circulent. Nombreux sont ceux qui croient que l'Allemagne a été trahie de l'intérieur. Les boucs émissaires traditionnels des mouvements nationalistes allemands sont montrés du doigt. Les capitalistes, les démocrates et les juifs. Pour les disciples de Guido von List, l'échec semble total et irréversible. Un gouvernement formé d'hommes politiques inconnus a accepté de signer l'humiliant traité de Versailles. Pire encore, le Kaiser et les princes allemands ont abdiqué. L'Allemagne est devenue une république démocratique. L'abdication de l'empereur est un coup terrible pour les occultistes de l'ordre allemand. En effet, Liszt affirmait que l'aristocratie allemande avait été fondée il y a longtemps par l'Armanenschaft elle-même. Les nobles devaient ainsi avoir le sang arien le plus pur et posséder les vestiges les plus importants des pouvoirs psychiques de la race supérieure. Dans l'après-guerre, les traditionalistes, menacés à la fois par la démocratie et le socialisme, embrassent avec ferveur la foi mystique de Liszt en la noblesse allemande. Mais une nouvelle conception de l'aristocratie est en train de naître. Associée aux idées de Guido von List, elle sera la pierre angulaire de l'idéologie nazie et des futurs SS. Depuis le milieu du XIXe siècle, les théories évolutionnistes de Charles Darwin battent en brèche des croyances religieuses séculaires. Dans l'entre-deux-guerres, de nombreux médecins, scientifiques et politiciens voient dans le darwinisme un moyen d'action sociale et politique. L'égalité entre les hommes devient alors une simple croyance battue en brèche par la science. Elle est remplacée par un nouveau mot d'ordre, la survie du plus fort. Dans son livre « La lignée humaine » publié en 1871, Darwin analyse l'influence de la médecine moderne sur l'avenir de l'espèce humaine. Il écrit « Chez les sauvages, les faibles de corps et d'esprit sont vite éliminés. En revanche, nous autres hommes civilisés faisons notre possible pour enrayer le processus d'élimination. Ainsi prolifèrent les membres faibles de la société moderne. »
Ceci, avance Darwin, est grandement préjudiciable pour la race des hommes. À part l'homme lui-même, personne n'est ignorant au point de laisser se reproduire ces pires animaux. En Grande-Bretagne, le mouvement du planning familial dirigé par la paléobotaniste Mary Stopes s'inquiète de la menace supposée qui pèse sur l'espèce humaine à cause de la reproduction non maîtrisée. Elle dédie son ouvrage sur le contrôle des naissances, Sagesse parentale, publié en 1918, à tous ceux qui souhaitent voir notre race gagner en puissance et en beauté. Stopes s'inquiète d'une tendance révélée par le recensement national. Les classes populaires ont plus d'enfants que les classes supérieures. Dans notre population, écrit-elle, la proportion des moins prospères et des moins consciencieux tend à augmenter. Aux États-Unis, la stérilisation obligatoire des handicapés mentaux, des alcooliques et des criminels multirécidivistes est légale dans certains États depuis 1907. Mary Stopes milite pour l'instauration de mesures similaires en Grande-Bretagne, dont la stérilisation des garçons ayant un parent, un oncle ou une tante handicapée mentale ou épileptique. Le planning familial de l'époque faisait partie d'un vaste mouvement visant à accélérer l'évolution de la race humaine grâce à la reproduction sélective. Cette nouvelle science s'appelle l'eugénisme. En 1918, l'influence de l'eugénisme est déjà si importante que le British Medical Journal publie l'article d'un médecin réputé qui déclare « Il n'y a dans la nature aucune égalité entre les enfants ni entre les adultes. Pour permettre la nécessaire amélioration de la race, nous devons nous reproduire entre individus physiquement, moralement et intellectuellement irréprochables. » D'Angleterre, les théories eugéniques se propagent en Allemagne, où elles prennent le nom d'hygiène raciale. Des universités et des instituts se consacrent à cette nouvelle science. Très rapidement, l'eugénisme est accepté par la majorité du corps médical allemand. Par ailleurs, il influence profondément les doctrines des occultistes. En 1919, Guido von List, prophète du millénaire arien, meurt à Berlin. Il était âgé de 70 ans. Jörg Lanz lui succède à la tête des mystiques allemands et des visionnaires ariens. Lanz, un ancien moine cistérien et théologien de renom, aura un profond impact sur le développement de l'idéologie nazie et sur celui des structures et des rites SS. Mêlant l'occultisme arien de Guido von List aux principes pseudo-scientifiques de l'eugénisme, Lanz crée une nouvelle doctrine, la théozoologie. Il s'agit là d'une religion occulte de la race. Inspiré par l'histoire mystique de l'évolution raciale relatée par Madame Blavatsky, Lanz prétend ainsi que le déclin des Ariens a été provoqué par leur métissage avilissant avec une espèce sous-humaine. Il en aurait résulté l'apparition de diverses races mixtes dont l'existence menacerait la légitime domination des Ariens. Tout comme List, Lanz croyait que les premiers Ariens possédaient des dons de télépathie. Le métissage avec des races inférieures leur aurait fait perdre leurs pouvoirs paranormaux. Pourquoi cherchez-vous l'enfer dans un autre monde, demande Lanz. L'enfer dans lequel nous vivons et qui brûle en nous, n'est-il pas assez horrible? Pour Lanz, cet enfer qui brûle de l'intérieur est le sang mêlé qui coule même dans les veines des Ariens les plus purs. Les enseignements de Jörg Lanz sont diffusés à travers l'Allemagne et l'Autriche par le journal qu'il fonde en 1905, Ostara.
Lanz avance le chiffre de 100 000 exemplaires vendus par an. Il prétend même compter le général britannique Kitchener parmi ses abonnés. À travers ce journal et une série d'essais, Lanz expose à son important lectorat une terrifiante méthode de purification raciale. Il propose l'instauration de la polygamie afin d'augmenter le taux de natalité des individus les plus purs. Des couvents eugéniques seraient créés, dans lesquels des mères porteuses sélectionnées assureraient la descendance des hommes au sang pur. Les individus de race impure ou présentant des défauts mentaux ou physiques seraient stérilisés, tandis que les races inférieures seraient déportées à Madagascar ou réduites en esclavage. Dans le futur État nazi, toutes les propositions de Lanz seront examinées avec le plus grand sérieux. Certaines seront appliquées. Une gigantesque campagne de stérilisation obligatoire sera en effet menée contre ceux jugés inférieurs mentalement, physiquement ou racialement. La déportation des Juifs allemands à Madagascar sera étudiée par les dirigeants du parti. Les SS se pencheront sur la question de la polygamie et lanceront leur propre programme de reproduction sélective. Pour Jörg Lanz, les légendes des chevaliers du Saint Graal ne seront pas le simple produit de l'imagination médiévale. Il est convaincu qu'il s'agissait en fait de Templiers, un ordre chevaleresque fondé au XIIe siècle et célèbre pour sa participation aux croisades chrétiennes. Lanz affirmait que les croisades avaient pour objectif de repousser les races inférieures de l'Orient. Le Saint Graal serait une force électrique représentant les pouvoirs psychiques des Ariens au sang pur. La quête du Graal serait ainsi la quête de la pureté raciale. En 1907, Lanz forme une société occulte se consacrant à une nouvelle croisade. Il l'appelle l'Ordre des Nouveaux Templiers. Il établit le premier quartier général de l'ordre dans le château de Burg-Werfenstein, en Haute-Autriche. D'autres prieurés allaient bientôt suivre. Les rites occultes des Nouveaux Templiers découlent principalement de l'expérience monastique de Lanz. Celui-ci écrit également des psaumes, des prières et des sermons propres à l'ordre. De façon récurrente, ils font appel à un Christ arien pour qu'il les libère de l'impureté raciale et qu'il extermine les races inférieures. Les objectifs de l'ordre sont clairs, rassembler la science, l'art et l'éthique en une religion occulte dédiée à la purification de la race aryenne dans les pays du monde entier. Comme chez les SS par la suite, le recrutement des membres et leur mariage sont soumis à une validation raciale très stricte. Pour Lanz, les Nouveaux Templiers sont le commencement d'un nouvel ordre politique. Les parlements ne décideront plus du destin du peuple, proclame-t-il. Ce rôle sera confié à de sages prêtres rois et aux chefs d'ordre secret chevaleresque et religieux. En réalité, les occultistes des Nouveaux Templiers ne créeront pas l'aristocratie aryenne du futur. Les doctrines mystiques enseignées par Lanz seront mises en œuvre par d'autres, mais surtout par un homme qui, depuis l'âge de 20 ans, était un collectionneur passionné d'Ostara. Au cours des derniers mois de 1918, le caporal Adolf Hitler, décoré de la Croix de fer première classe, attire l'attention de ses supérieurs. Lorsqu'une mutinerie menace d'éclater dans le camp de démobilisation où il est posté, Hitler réussit à rétablir l'ordre grâce à son éloquence redoutable. En septembre 1919, Hitler, redevenu civil, est rappelé par le commandement des armées. Il a pour mission d'infiltrer et d'espionner un obscur groupe nationaliste, le Parti des travailleurs allemands, lors des réunions qu'il tient dans une taverne munichoise.
Quelques mois plus tard, il adhère au parti et prend la parole lors des réunions. En janvier 1920, il est nommé chef de la propagande et rédige les statuts du futur Parti national-socialiste des travailleurs allemands, fondé en mars de la même année. L'officier des services secrets militaires qui avait recruté Hitler comme espion a pris sa retraite. Hitler est alors placé sous la responsabilité du capitaine Ernst Röhm, 32 ans. Röhm, un courageux officier au front et un brillant organisateur, est tenu en haute estime par ses pairs. Le commandement de l'armée bavaroise lui a donné pour mission de contourner les restrictions militaires imposées par le traité de Versailles. Il doit pour cela créer des caches d'armes secrètes et transformer les nombreux groupes paramilitaires nationalistes en une armée de réserve officieuse. Le capitaine Hermann Erhardt dirige l'un de ces groupes. La puissante brigade Erhardt a joué un rôle clé dans la lutte contre les révolutionnaires socialistes en Bavière. Ernst Röhm mettra en relation Erhardt et Adolf Hitler. Les premières réunions publiques du parti nazi se font sous la protection de gardes du corps appartenant à un détachement spécial. En été 1921, Röhm place des officiers de la brigade Erhardt à la tête de la nouvelle force de sécurité du parti, la section d'assaut des SA. Pour Adolf Hitler et le parti nazi, la fonction des SA est de protéger les orateurs du parti et de faire une démonstration de force lorsque nécessaire. Mais les SA ont également un autre rôle. Officieusement, ils appartiennent à l'armée allemande. Ils sont entraînés par des officiers de l'armée, recensés dans les plans de mobilisation et contrôlés par Röhm et Erhardt. Hitler est tout à fait conscient que lui et son parti sont secondaires aux yeux des SA. Il sait également qu'il a grand besoin d'une force sur laquelle il peut compter en toutes circonstances. Il forme alors les troupes de choc Adolf Hitler, prototype des SS. Novembre 1923. Hitler est condamné pour sa participation à une tentative de coup d'État visant le gouvernement de Bavière. Le parti nazi et les SA sont interdits. Les troupes de choc qui servaient de garde du corps à Hitler sont dispersées. Pendant son emprisonnement, Hitler écrit son credo politique Mein Kampf et réfléchit à l'avenir du parti. Il est clair qu'il devra un jour ressusciter les SA, mais il devra également réformer et renforcer sa garde personnelle. Hitler a des exigences très précises pour cette nouvelle force armée. Je me suis dit alors que j'avais besoin d'une garde personnelle, même réduite, mais composée d'hommes prêts à se battre contre leurs propres frères. Le 20 décembre 1924, Hitler est relâché. Il n'a purgé que 9 mois de sa peine de 5 ans, mais son procès et son emprisonnement ont fait de lui une figure nationale. 2 mois après sa libération, Hitler organise de nouveau officiellement le parti nazi et les SA sous un nouveau commandement. Il s'est séparé de Röhm, avec lequel il s'est brouillé. En avril 1925, Hitler ordonne à son chauffeur et ancien garde du corps, Julius Schreck, de former une nouvelle force qui protégera le Führer et les locaux du parti. C'est ainsi que naissent la Schutzstaffel, ou escadron de protection, plus connu sous le nom de SS. Pour se distinguer des SA, les SS arborent des casquettes noires ornées d'une tête de mort argentée. Au profond agacement des SA, les SS se comportent rapidement comme une élite. Les critères de recrutement y sont bien plus stricts et la discipline plus sévère. Les SS sont présents à toutes les réunions du parti, mais ne prennent jamais la parole. Leur devise officieuse est déjà « l'aristocratie se tait ». Le 4 juillet 1926, Hitler confirme le statut d'élite des SS. Au second meeting des nazis à Weimar, il confie aux SS la relique la plus sacrée du parti.
le drapeau imbibé du sang des nazis tués dans la tentative de coup d'État de 1923. Les SS deviennent ainsi les gardiens de cette bannière ensanglantée, symbole des martyrs de la cause aryenne. La lente transformation des SS, de corps d'élite du Führer en ordre mystique, sera l'œuvre d'un seul homme, Heinrich Himmler, le plus énigmatique des dignitaires nazis. Himmler est un fervent adepte de l'occultisme arien de Guido von List et de Jörg Lanz. Comme eux, il rêve d'un empire germanique dirigé par une élite aryenne. Pour lui, cette élite doit émerger des rangs des SS. Les surhommes, ces nouveaux chefs germaniques, seront créés à partir du cheptel humain qu'il aura sélectionné. Himmler est nommé à la tête des SS en janvier 1929. Depuis près d'un an, sa femme et lui étaient de petits exploitants et élevaient des volailles. Très jeune déjà, Himmler s'était lancé corps et âme dans le mouvement pour la réforme de la vie. La terre, pense-t-il, est à l'origine de tout ce qui est bien. Les villes ne sont source que de maladies, de corruption et d'immoralité. Le paysan sur sa propre terre, écrit Himmler, est la base de la force et du caractère du peuple allemand. Himmler est depuis longtemps associé à la Ligue des Artamanen, un mouvement nationaliste et anti-slave de jeunes citadins dédié au retour à la terre et à l'expansion de l'agriculture allemande vers l'Est. Les membres de la Ligue doivent prêter serment par le sang et la terre. Au sein de la Ligue des Artamanen, Himmler rencontre l'homme qui transformera le serment par le sang et la terre en doctrine centrale des SS. Pour Walter Darre, un ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Agriculture de Prusse, la relation entre le sang allemand et la terre allemande est source de pouvoir mystique. L'agriculture ne serait pas une question d'économie, mais une question de race et de destin. En 1930, Himmler et ses fantasmes de suprématie aryenne sont le dernier des soucis d'Hitler. L'unité du parti et son propre avenir à la tête des nazis sont menacés. Alors que l'Allemagne touche le fond de sa crise économique, des cohortes de chômeurs rejoignent les SA. Les sections d'assaut comptent maintenant 100 000 hommes. Pour les extrémistes SA, le national-socialisme vise la destruction des classes dirigeantes allemandes traditionnelles. Les SA considèrent les industriels, les officiers de l'armée et les aristocrates qui soutiennent activement le parti nazi comme de misérables parasites. En signe de protestation contre les alliances politiques orchestrées par Hitler, plusieurs commandants SA retirent leurs hommes du service du parti. Goebbels, chef de la propagande nazie, avertit Hitler qu'une scission au sein des SA et du parti est imminente. Le Führer rappelle alors le seul homme qu'il croit capable de sauver la cohésion des SA, Ernst Röhm. Ce dernier mènera à bien la tâche que lui a confiée Hitler. Il le paiera de sa vie. Alors que Röhm s'attache à consolider et à développer les SA, Himmler adopte une stratégie différente. Il n'est pas partisan du recrutement frénétique et se concentre sur la sélection minutieuse et systématique des futurs SS. En 1930, Himmler obtient une concession importante de la part de Hitler. Les SS seront autorisés à recruter dans les rangs des SA. Himmler met alors en pratique ses théories eugéniques.
Nous étions comme des jardiniers essayant de recréer une ancienne variété de qualité qui aurait été dénaturée et frelatée. J'ai commencé par établir un critère de taille minimale. Je savais que les hommes d'une certaine stature devaient posséder, du moins en partie, le sang que je désirais. Le 31 décembre 1931, Himmler crée l'Office SS pour la race et la colonisation. Il sera dirigé par l'un de ses proches, Walter Dahr. Celui-ci obtient ainsi le rang de général honoraire des SS. L'Office pour la race et la colonisation a pour but de préparer l'invasion des territoires de l'Est par des Allemands au sang pur. Il doit également mener des recherches sur les origines raciales, la sélection biologique et l'histoire des Aryens. Ces équipes de chercheurs et de médecins réputés ont ordre de concevoir des critères d'entrée plus stricts pour les SS. Les médecins de l'Office évaluent le degré de pureté raciale de chaque postulant au moyen d'examens physiques. Seuls ceux considérés comme purs ou à dominance nordique sont acceptés. Leur physionomie est également notée sur 9. Le jury doit prendre en compte l'attitude et l'allure du candidat. Himmler a décrété « Face à l'autorité, l'homme ne doit pas se comporter en inférieur. Sa démarche, ses mains, tout doit correspondre à l'idéal que nous nous sommes fixés. » Pour Himmler, cette sélection n'est que la première étape de son plan pour retrouver le sang aryen qui coule dans les veines des Allemands. La deuxième est la maîtrise de la reproduction des SS. L'Office pour la race et la colonisation est également chargé de la validation raciale des mariages SS. Les épouses potentielles des SS doivent remonter jusqu'en 1750 pour prouver la pureté de leur sang aryen. En 1933, l'Office examine près de 2000 cas par mois. Ainsi débute la plus vaste et la plus terrifiante expérience eugénique de l'histoire humaine. À partir de 1935, l'Office pour la race et la colonisation aura le pouvoir de valider les mariages de l'ensemble de la population civile allemande. Convaincu de la réussite de son projet, Heinrich Himmler prédit qu'il suffirait de 120 ans pour qu'un sang aryen pur coule dans les veines de chaque Allemand. Pour que son rêve aryen se réalise, Himmler sait qu'il faut absolument que les SS deviennent l'organisation la plus puissante du parti nazi et de l'État allemand. Sous l'impulsion de Hitler, les SS exercent déjà des fonctions de police et de renseignement au sein du parti. Himmler profite rapidement de cette occasion d'étendre son pouvoir. En 1931, Himmler recrute un ancien officier de la marine âgé de 33 ans, Reinhard Heydrich, qui doit constituer un service de sécurité SS. La formation des SD est un premier pas vers la création d'un État SS à l'intérieur de l'État. En 1932, Hitler obtient plus de 30% du vote national aux 2 tours des élections présidentielles allemandes. Pour les élections législatives de juillet, Hitler fait campagne dans 50 villes en l'espace de 2 semaines. Ses efforts seront largement récompensés. Le parti récolte plus de 13 millions de voix et obtient 230 sièges au Reichstag. Hitler réclame le poste de chancelier. Le Parlement refuse. Lors des nouvelles élections législatives le 6 novembre, les nazis perdent 2 millions d'électeurs.
les communistes progressent de près de 1 million et envoient 100 députés à Berlin. Comme aucun parti ne dispose de la majorité absolue, les conservateurs choisissent de s'allier aux nazis. Comme prix de sa collaboration, Hitler exige d'être nommé chancelier. Cette fois, il obtient gain de cause. Malgré son influence grandissante au sein du parti, Heinrich Himmler ne reçoit aucun portefeuille de ministre dans le nouveau gouvernement. Mais celui que Hitler appelle « mon loyal Heinrich » ne s'en plaint pas. Son ambition dépasse largement la direction d'un simple service gouvernemental. Plus jeune, Himmler avait fait 3 ans d'études en agriculture. Le journal occultiste de Jörg Lanz, Ostara, connaissait un franc succès dans la confrérie d'étudiants à laquelle il appartenait. Parmi les différentes prophéties de Lanz, une en particulier devait obséder Himmler. Sur fond d'astrologie, Lanz prédisait que l'Europe serait envahie par l'Est. Himmler en vient à penser que le destin des SS était de repousser cette invasion. Ces grandes batailles annonceraient la victoire finale des Aryens. Himmler a déjà identifié le personnage de l'histoire allemande qui deviendra son idole et sa source d'inspiration. Heinrich Ier, roi germanique des Saxons, qui avait combattu et conquis les tribus slaves de l'Est au Xe siècle. Son admiration pour le roi atteindra de telles proportions qu'il se rendra tous les ans en pèlerinage sur son tombeau. Il se considérera comme la réincarnation du roi et comme le destinataire de messages psychiques envoyés par l'esprit du monarque disparu. Himmler était persuadé que sa mission divine était de parachever l'œuvre du roi Heinrich. Il créera un ordre chevaleresque issu des SS afin de diriger le futur empire aryen. Mais pour l'heure, les visions d'avenir de Himmler devaient céder le pas au pragmatisme politique. À partir de 1933, Himmler a pour objectif de prendre le contrôle des diverses forces de police d'Allemagne. L'obstacle principal à son ambition est Hermann Göring. Ce dernier est maintenant ministre-président de Prusse et chef de la police secrète prussienne, la Gestapo. Göring se considère comme le candidat idéal pour la direction d'une police allemande unifiée. Pendant sa campagne d'élimination des Prussiens communistes et de tous les autres opposants au régime nazi, il emploie les SA comme auxiliaires de la police et de la Gestapo. Les SA de Berlin forment les troupes d'assaut les plus violentes et les plus craintes d'Allemagne. Leur haine de la classe moyenne égale presque leur haine des Juifs et des communistes. Mais Göring ne s'en soucie pas. « Je n'ai pas à rendre la justice, dit-il. Je dois annihiler et exterminer. Voilà tout. » Sous Göring, un règne de terreur s'installe dans la capitale et dans toute la Prusse. Des dizaines de milliers de personnes sont internées dans des camps de concentration SA. La situation déclenche rapidement un tollé général. Les sympathisants nazis au sein des classes moyennes et supérieures sont scandalisés. Hitler sait désormais qu'il ne pourra pas confier le commandement d'une police allemande unique à Göring. Himmler a remporté une victoire capitale. Les polices régionales tombent entre ses mains les unes après les autres. Enfin, en avril 1934, il atteint son objectif suprême. Il force Göring à lui céder le commandement de la Gestapo. Il ne reste désormais qu'un seul obstacle entre Himmler et ses rêves de puissance.
Au printemps 1934, Ernst Röhm, chef des SA, organise une cérémonie de consécration du drapeau, comme Hitler en 1926. Pour les 4 millions de SA, c'est un signe de la puissance et de l'indépendance de Rome. Röhm veut créer une nouvelle armée nationale socialiste allemande à partir des SA, armée dont il serait le commandant en chef. Les gradés de l'armée régulière sont de plus en plus inquiets. Sous couvert d'une inspection d'exercice en mer, Hitler rencontre les généraux en secret. En échange de leur soutien, il leur donne sa parole que l'armée demeurera la seule et unique force militaire du pays. Il promet de régler le cas Röhm. Pour cela, il fait appel au SS de Himmler. Himmler et son bras droit, Heydrich, inventent les preuves d'un complot contre Hitler fomenté par Röhm et ses SA. Une liste de conspirateurs supposés est établie. Elle comprend non seulement les dirigeants des SA, mais aussi tous ceux qui se sont opposés à la montée en puissance des SS. Le bain de sang qui s'ensuit porte désormais le nom de « Nuit des longs couteaux ». Certains avancent le chiffre de 500 exécutions sommaires perpétrées par les SS. L'assassinat des chefs SA est accueilli avec soulagement par l'armée allemande. À la mort de Hindenburg, le 2 août 1934, Hitler lui succède à la présidence de l'Allemagne et l'armée accepte volontiers de changer son serment d'allégeance. Les militaires ne jurent plus fidélité à l'État allemand ni à la Constitution, mais à Adolf Hitler lui-même. Les véritables vainqueurs de la nuit des longs couteaux ne sont pas les militaires, ce sont les SS. Le 20 juillet 1934, un Führer reconnaissant décrète que les SS sont une organisation indépendante au sein du parti. En outre, ignorant sa promesse de faire de l'armée la seule force militaire du Reich, Hitler autorise les SS à former leurs propres unités de combat. Par la suite, les Waffen-SS ou SS armées seront près d'1 million. Cet été 1934, Himmler obtient ainsi une quasi-indépendance pour ses troupes d'élite SS. Son programme eugénique est en place. Il est en passe de contrôler toutes les instances de police et de services secrets d'Allemagne. Il a créé un embryon d'armée SS avec la bénédiction d'Hitler. Heinrich Himmler peut maintenant passer à la prochaine phase de son plan diabolique, la création d'un ordre mystique de chevaliers germaniques qui dominera le millénaire arien à venir.